Bien, bonjour à tous, professeur Xavier Capdevila, je suis professeur d'anesthésie-réanimation au CHU de Montpellier et bien évidemment anesthésiste réanimateur. Et j'ai la chance et l'honneur de partager cette session avec le docteur Hubert Thomas, qui est lui-même anesthésiste réanimateur et qui travaille dans le département à Montpellier, mais également en pratique libérale. Alors, on va parler de quelque chose qui peut-être va vous étonner, vous laisser pantois, mais on est plus dans Retour vers le futur que Voyage en terre inconnue. On est véritablement sur quelque chose qui va amener un plus sur le management des patients que nous avons à gérer en anesthésie-réanimation. Alors, si on pense que utiliser l'acupuncture en anesthésie-réanimation, c'est tomber du panier avant-hier, il faut savoir que c'est déjà quelque chose qui est largement utilisé dans beaucoup de centres. Et ici, vous avez par exemple une session, un symposium de l'American Society of Anesthesiologists en 2020 qui était centré sur ce sujet d'acupuncture dans la pratique d'anesthésie-réanimation et pas acupuncture pour faire de l'anesthésie, ce qui n'a absolument rien à voir, bien évidemment, et que les conclusions étaient que l'acupuncture ou l'utilisation de techniques acupuncturales avant la mise en place de techniques anesthésie permettait de limiter la douleur, de diminuer les effets secondaires liés aux opiacés notamment. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, vous en conviendrez, dans notre quotidien. Alors, l'acupuncture, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que sur un plan physiopathologique, finalement, on reva vers nos cours d'anatomie et de physiologie de première et deuxième année de médecine. En effet, si on regarde par exemple ce que fait l'acupuncture au sein des réseaux neuronaux et du message nociceptif qui vient d'une lésion chirurgicale ou d'un traumatisme, eh bien, il faut savoir que deux types de réactions liées à l'acupuncture sont possibles. La première, c'est essentiellement lorsqu'on utilise de l'électroacupuncture à basse fréquence, eh bien, c'est un relargage des substances opioïdes endogènes. Ce sont des choses assez classiques qui ont été largement démontrées par une neurostimulation, par exemple, dite acupuncturale des motoneurones de type alpha, mais également des somatoneurones de type A-delta, qui est évidemment est très important dans ce contexte. Et puis si on fait de l'électroacupuncture en augmentant la fréquence, ou si on met simplement des aiguilles d'acupuncture, eh bien on génère ce qu'on appelle la théorie du gate control, c'est-à-dire qu'on entraîne une stimulation des fibres sensitives de type A-bêta et A-delta, qui vont plus vite que les fibres de type C, qui, vous le savez, même si ce sont les fibres qui conduisent essentiellement la douleur, elles sont amyliniques et donc vont beaucoup moins vite dans la conduction. Eh bien, on parasite le message douloureux par la stimulation acupuncturale. Ce sont des choses qui sont maintenant extrêmement bien démontrées chez l'animal en préclinique, mais également chez l'homme. Donc, si on s'en tient maintenant à ce qu'on peut appeler les bases neuro-humoro-physiologiques et intégratives de l'utilisation des techniques acupuncturales en anesthésie-réanimation, on va tomber sur des évidences qui sont tout à fait connues en médecine factuelle, en evidence-based medicine. D'abord, que les mécanorécepteurs, les propriorécepteurs, les chémorécepteurs qui sont liés aux fibres A-bêta, A-alpha, A-delta, vers la corne dorsale de la moelle, sont stimulés par l'acupuncture. Que les fibres amyliniques A-delta et C impliquées dans l'association de paresthésie, par exemple, lors de la ponction et des mouvements de l'aiguille, c'est quelque chose qui peut être recherché pour encore augmenter le message. Que certains effets de l'acupuncture peuvent être dus aux interactions entre les systèmes afférents et efférents, somatiques et neurovégétatifs, viscéraux par exemple. Que l'impact de l'acupuncture sur la plasticité neuronale, notamment la sécrétion d'opioïdes endogènes, mais pas que, également les voies de signalisation ou de modulation, est quelque chose d'extrêmement bien connu maintenant en intégration. Que les effets de l'acupuncture peuvent s'exercer par la voie nerveuse, dans les noyaux thalamiques, et par les interactions entre l'hypothalamus et le système limbique. Et ça a été parfaitement montré en IRM fonctionnel et en TEP scan. Et qu'enfin, l'action de l'acupuncture, notamment analgésique et anti-inflammatoire,
sont expliquées par la stimulation de l'hypothalamus via la production de bêta-endorphine et d'ACTH. Donc, on voit bien ici que nous sommes sur une histoire intégrative, parfaitement connue, et nous sommes très 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 loin de la vision eau, feu, méridien, intégration par l'histoire de l'humanité qui remonte à 2000 ans. On est vraiment très loin de ça, on est sur du mécanisme extrêmement bien connu. Donc globalement, l'intégration, est-ce que c'est quelque chose de réel? Non seulement c'est réel, mais c'est à tous les niveaux. Vous avez une intégration qui se fait au niveau périphérique, là où l'acupuncture va faire son travail, avec notamment une action sur un certain nombre de récepteurs qui sont des récepteurs des voies de signalisation. Et puis ensuite, vous avez une action au niveau de la corne postérieure de la moelle. Là, l'action est extrêmement importante, puisque vous avez une action à la fois sur les astrocytes ou sur les cellules microgliales. Et on sait qu'à ce niveau-là, ce qu'on appelle les Toll récepteurs, par exemple, ou les NMDA récepteurs, sont des récepteurs qui sont extrêmement importants pour la limitation du message nociceptif. Et toutes ces visions intégratives arrivent à générer, dans les bases physiologiques que l'on connaît parfaitement bien maintenant, une limitation notamment de la douleur par excès de nociception, ça c'est déjà une chose, mais également de la douleur inflammatoire et de la douleur neuropathique. Donc on voit bien, et ça c'est extrêmement bien connu maintenant, que la recherche nous a montré que l'action de l'acupuncture agissait au niveau périphérique, cordonal postérieur, intégratif cérébral, sur les cellules elles-mêmes ou sur les voies de signalisation. Donc c'est véritablement quelque chose d'extrêmement connu maintenant sur un plan expérimental, préclinique. Et donc voyons ce qu'il advient de l'utilisation de l'acupuncture en pratique clinique. Alors première chose, sur l'acupuncture en médecine, en anesthésie-réanimation, et notamment dans la période périopératoire. Eh bien, savoir que, par exemple, ici, vous avez une revue du British Journal of Anesthesia de quelques années, presque une dizaine d'années maintenant, qui nous dit clairement l'acupuncture périopératoire, non seulement c'est quelque chose d'important, mais c'est plus que ce que peut apporter l'anesthésie elle seule. Et donc, on voit que derrière les voies classiques qui sont liées à l'anesthésie, eh bien, l'utilisation de l'acupuncture est une approche qui va optimiser le management du patient dans la période périopératoire et que ceci est dépendant d'un certain nombre d'éléments que vous avez dans la petite figure à gauche de la slide, qui montre que vous avez ici, par exemple, des visions acupuncturales, les mécanismes qui doivent être connus avant de l'utiliser, et puis un certain nombre d'attendus liés à l'acupuncture, qui sont par exemple la diminution des complications liées à notre anesthésie. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié notamment sur la vision intégrative cérébrale? Eh bien oui, figurez-vous qu'on sait, et vous voyez dans ce papier qui est quand même signé en deuxième auteur de Daniel Sessler, qui est quand même le monsieur publication en anesthésie-réanimation que vous connaissez tous, et cet article d'Anesthesiology qui montre très clairement que lorsque vous regardez les zones cérébrales et sous-corticales ou au niveau des noyaux gris centraux qui sont excitées lorsque vous avez une douleur, par exemple, eh bien ces zones sont complètement éteintes lorsque vous faites de l'acupuncture, alors qu'elles ne sont pas éteintes lorsque vous faites de la sham acupuncture, c'est-à-dire que vous mettez une aiguille dans une zone qui n'est absolument pas excitatrice sur le plan des voies acupuncturales. Donc on a vraiment quelque chose qui est maintenant parfaitement bien connu en neurophysiologie. Alors maintenant, on va essayer d'aller vers cette histoire et de vous expliquer pourquoi maintenant on sait comment fonctionne l'acupuncture. Et donc on n'est plus du tout dans la vision gouroutisante qu'on peut exprimer de la médecine traditionnelle. Première chose très intéressante, vous savez que l'acupuncture, et vous avez tous vu sans doute ces petits bonhommes avec des grands traits noirs, et ces grands traits noirs étaient ce qu'on appelle les méridiens. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'on regarde les méridiens et qu'on compare les méridiens de la médecine chinoise ou japonaise acupuncturale, on se rend compte que ces méridiens se projettent complètement sur les fascias principaux du corps humain. Autrement dit,
en fait, ce que nos aînés estimaient comme des voies de conduction principales de l'énergie acupuncturale sont tout simplement les méridiens, les fascias sur lesquels les aiguilles vont devoir être plantées ou en tout cas administrées pour être efficaces. Deuxième chose que l'on connaît, c'est lorsque l'on met les aiguilles au sein des fascias et que l'on exerce sur ces fascias ce qu'on appelle un tenting, c'est-à-dire on fait une mobilisation de l'aiguille de haut en bas, eh bien on a le fascia qui suit cette aiguille. Le fait de suivre cette aiguille crée ce qu'on appelle un micro-traumatisme, bien évidemment, un traumatisme à l'échelle de la petitesse de l'aiguille, bien évidemment, et ce micro-traumatisme génère une signalisation neuronale qui va entraîner d'abord un afflux de cellules autour des fibres de collagène et d'actine, mais également qui va entraîner une signalisation qui va aller sur les fibres à la fois somatiques et neurovégétatives. Que pour ceci marche, il faut des aiguilles, et que ces aiguilles doivent être plantées, et qu'il est hors de question uniquement de parler de ce qu'on appelle fasciothérapie, c'est-à-dire uniquement appuyer sur la peau pour permettre de comprimer autant que faire se peut un fascia ou un autre. Non seulement il faut des aiguilles, mais ces aiguilles devront être plantées dans des fascias, comme on le voit ici sur cette étude neuroanatomique, où toutes les structures en vert sont des fascias épimusculaires de collagène, par exemple. Et vous voyez que les aiguilles sont systématiquement installées dans ces fascias, et que plus l'aiguille est profondément installée dans un fascia profond, mieux c'est. Ceci a été également démontré sur le plan des nouvelles études concernant le fait que les conductions nerveuses, et notamment les terminaisons libres nerveuses, à la fois du système somatique et du système neurovégétatif, vous voyez, sont extrêmement nombreuses dans les fascias. Et plus vous allez en profondeur, jusqu'au périoste par exemple, plus les fascias seront porteurs de terminaisons nerveuses somatiques et neurovégétatives. Alors vous allez me dire, mais pourquoi à ce moment-là on ne plante pas des aiguilles dans n'importe quel fascia du corps humain? Eh bien parce qu'à un moment donné, il faut quand même avoir des zones où l'impédance sera diminuée, l'impédance de la conduction, l'impédance du signal neurologique. Ceci a été montré il y a quelques années par ce qu'on appelle le complexe neurovasculaire, où on voit qu'un vaisseau est suivi par un nerf dans une zone faciale et que dans cette zone-là, la diminution de l'impédance, c'est-à-dire que la résistance à la transmission du message va être la plus minimale. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et récemment, on a en échographie, notamment le groupe d'Hélène Langevin à Harvard, a montré que lorsqu'on regarde en échographie les différentes couches que l'on a entre la peau, l'hypoderme, puis les fascias épimysiaux, c'est-à-dire musculaires, puis les muscles, eh bien on se rend compte, vous voyez ici sur la radio, cette zone bleue ici, c'est la zone fasciculaire, la zone du fascia. Eh bien on se rend compte que plus ce fascia est vu en échographie épais, important, et on y rentre l'aiguille à l'intérieur et on mobilise ce fascia, plus l'impédance diminue, autrement dit, moins la résistance sera importante et plus le message va passer. Autrement dit, les messages, qu'est-ce que ça veut dire dans cette étude? Il faut planter des aiguilles et les planter dans les fascias les plus profonds. Et deuxièmement, lorsque le fascia est bien vu en échographie, on est sûr que le message sera un message qui sera efficace. Alors maintenant, pour terminer et pour vous amener un petit peu, vous donner l'eau à la bouche, est-ce que c'est quelque chose qui a été utilisé? Est-ce que des études en anesthésie-réanimation démontrent l'utilité de l'acupuncture? Écoutez, vous savez, vous me connaissez, ça fait 30 ans que je fais de l'enseignement. Je suis professeur à l'université de Montpellier. C'est une littérature qui est extrêmement prolixe. Et je ne pensais pas qu'il y avait une littérature déjà de si haut niveau et qui soit si nombreuse dans notre discipline. Alors, quelques exemples. Acupuncture dans la prévention des nausées et vomissements, par exemple. Vous avez ici une étude publiée dans Anaesthesia il y a quelques années, avec un point qu'on appelle MC6, qu'on vous montrera tout à l'heure en real-time éco-acupuncture. Eh bien, ce point, lorsqu'on fait ce point MC6, non seulement vous avez évidemment une diminution des nausées-vomissements sur la chirurgie gynécologique, laparoscopique, cette diminution, une diminution par 16 des vomissements et des nausées, vous voyez un petit peu, donc autrement dit, on arrive à des nausées-vomissements qui sont quasiment nuls. Et enfin, on le sait également, ça a été montré dans d'autres études publiées en anesthésia,
la puissance du point MC6 est aussi importante que l'utilisation d'endocétron. Donc on voit véritablement l'intérêt d'utiliser l'acupuncture en ce sens. Un autre exemple, par exemple, pour la vision à la fois analgésique et le maintien hémodynamique. Ici, vous avez de la chirurgie digestive. 107 patients sont vus en prospective randomisée. Ce qu'on voit ici, c'est que ce soit de la chirurgie susmésocolique ou de la chirurgie sous-mésocolique, eh bien, le fait d'utiliser les points acupuncturaux diminue la consommation de morphine, optimise les EVA, et vous voyez très clairement qu'on a une diminution de l'impact du traumatisme chirurgical sur ce qu'on appelle le largage hypersympathique, c'est-à-dire les doses d'épinéphrine, de norépinéphrine, le cortisol et la dopamine. Donc tout est diminué avec un maintien hémodynamique qui est extrêmement intéressant. Une autre étude ici sur le traitement du cancer colorectal, publiée dans JAMA encore une fois. Donc ce n'est pas de la petite littérature, que les choses soient claires entre nous. Eh bien, électroacupuncture d'un côté versus chamacupuncture de l'autre, c'est dans l'acupuncture faite dans des endroits dont on sait que ça ne marchera pas, c'est l'équivalent d'un placebo. Eh bien, que se passe-t-il sur ces 249 patients randomisés? Eh bien, l'utilisation de l'acupuncture diminue l'iléus post-opératoire, la durée d'iléus post-opératoire chez les patients, diminue de façon tout à fait significative la douleur et également optimise le retour de l'alimentation et le retour des gaz. Donc c'est des choses qui sont extrêmement précisément connues maintenant et on n'est pas dans le flou sur l'action de l'acupuncture. Une autre étude encore ici, juste pour vous donner des exemples très très précis. Ici par exemple la comparaison du bloc fémoral, là on a une vraie référence, le bloc fémoral avec des anesthésiques locaux, versus l'acupuncture sur l'analgésie après fracture du col fémoral chez les personnes âgées. Et lorsqu'on fait en préopératoire un bloc fémoral d'un côté ou des points acupuncturaux, vous voyez qu'il n'y a pas de différence sur le plan de la qualité analgésique. Donc l'acupuncture fait aussi bien, en tout cas ici, que le bloc fémoral chez ces patients. Une autre étude publiée dans Frontiers Neurology qui est extrêmement intéressante sur l'utilisation de l'acupuncture auriculaire, autrement dit l'auriculothérapie, parce que l'oreille est un microsystème où on sait qu'il y a une stimulation vagale qui est extrêmement importante. Et bien lorsqu'on fait de l'acupuncture auriculaire, on diminue encore une fois la consommation de morphine et la douleur chez les patients qui reçoivent une prothèse totale de genou versus placebo, et on diminue là aussi les nausées, vomissements, la consommation d'opiacés et également les succédanés de l'inflammation, c'est-à-dire la valeur de la CRP, donc moins d'inflammation chez ces patients. Le même papier de Frontiers Neurology qui, en même temps, pousse à l'utilisation de cette acupuncture dans le cadre des visions RAC, bien évidemment, puisque ça nous permet de diminuer l'utilisation de morphine. Un papier tout à fait intéressant, vous l'avez vu en vidéo juste sur la diapositive de présentation. Eh bien, c'est au niveau du HSS. HSS, c'est l'Hospital for Special Surgery in New York. C'est le plus gros hôpital orthopédique aux États-Unis. C'est 2500 prothèses de genoux, 2500 prothèses de hanches, c'est 1000 prothèses d'épaule. C'est des gens qui font une quantité de prothèses qui est absolument phénoménale. Eh bien, à l'hôpital for Special Surgery, ils utilisent l'auriculothérapie acupuncturale pour diminuer la consommation d'opiacés, les nausées, vomissements et optimiser la prise en charge de la douleur en post-opératoire. Juste 2 ou 3 diapos pour essayer d'aller un petit peu en périphérie. Ici, un travail du JAMA qui montre acupuncture pour la sciatique, par exemple. Vous voyez, sciatique sur hernie discale. Et là, vous voyez sur les courbes de survie que très très clairement, l'utilisation d'acupuncture diminue de façon extrêmement importante la douleur sur des échelles EVA et les scores fonctionnels chez les patients qui ont reçu de l'acupuncture par rapport à ceux qui ont reçu un placebo ou un traitement classique normal. Enfin, ce qu'on sait également, et ça c'est très intéressant, c'est quand on fait une action acupuncturale et qu'on la répète éventuellement en post-opératoire, il y a une rénitence, c'est-à-dire l'action peut durer des semaines. Donc ça veut dire que globalement,
lorsqu'on fait ceci chez un patient, on le protège éventuellement d'un certain nombre de retours de complications type nausées, vomissements par exemple, maux de tête, iléus, rétention urinaire, lorsqu'on fait de l'acupuncture. Alors juste un exemple, mais vous le verrez plus avant avec les vidéos d'écho-acupunctural en real time. Si par exemple vous prenez ici un point qui s'appelle RAT6, et vous voyez ici, on met l'aiguille d'acupuncture, et on va aller chercher l'image en échographie, et vous voyez très très bien ici sur le fascia, le tenting avec l'aiguille évidemment qui attire le fascia au niveau épimysial musculaire. Donc ceci, lorsqu'on vérifie sur le plan acupunctural, écho-acupunctural, et qu'on regarde évidemment quels étaient les fascias en question et les muscles en question, et bien tout simplement, on voit que l'aiguille a évité la grande veine saphène, ça c'est déjà une première chose, que 2, elle est au-dessus du fascia du muscle long fléchisseur des orteils et qu'elle tente, qu'elle graspe le muscle long fléchisseur des orteils. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes puisqu'en écho, on est sûr à ce moment-là à la fois du positionnement de l'aiguille et à la fois de la limitation éventuellement des effets adverses par exemple des ponctions de nerfs ou des ponctions de veines ou d'artères lorsqu'on met ces aiguilles, même si elles sont minimes, vous le savez, les aiguilles peuvent générer chez des patients qui sont porteurs par exemple de troubles de la coagulation ou qui ont un traitement anticoagulant, peuvent être porteurs par exemple d'hématomes. Et ça, c'est des choses qu'il faut essayer d'éviter et l'échographie acupuncturale nous permettra d'éviter ceci tout en optimisant la qualité du traitement. Donc voilà ce que je voulais vous dire en termes de présentation sur le pourquoi de l'acupuncture, de l'utilisation de techniques acupuncturales en anesthésie-réanimation. Et vous voyez qu'on est très très loin de ce qu'on peut imaginer dans la médecine traditionnelle et de la vision de l'acupuncture qui était faite par nos ancêtres chinois ou japonais. Ils avaient les moyens de l'époque. Maintenant, on a d'autres moyens, on sait comment ça marche. Et donc se priver de ce type de technique non pharmacologique qui permet de diminuer les opiacés, d'optimiser les résultats de nos anesthésies et de diminuer les effets secondaires, est quelque chose qui, a priori, est intéressant et il faut absolument avoir une vision plus holistique de l'utilisation des techniques qu'on a maintenant dans notre spécialité. Je vous remercie et on se retrouve bientôt et j'espère que vous allez utiliser les techniques acupuncturales quand vous en serez convaincus. Croyez bien qu'il y a des équipes qui ont déjà commencé à se former. Elles sont extrêmement satisfaites et vous allez voir maintenant des vidéos d'échographie en real time sur les points acupuncturaux principaux qui sont utilisés généralement dans les littératures. Merci beaucoup. Je suis le docteur Hubert Thomas, je travaille au CHU de Montpellier en activité libérale. Et je suis le docteur Yanis Thomas, je suis anesthésiste réanimateur et chef de secteur l'unité ambulatoire de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Voilà. Donc nous allons aborder 4 points comme exemple pour vous montrer un petit peu que ce n'est pas compliqué, que ça se rapproche de techniques d'anesthésie loco-régionale que vous connaissez parfaitement. Et ceci pour vous dire que les choix des points va se faire en fonction de l'activité chirurgicale, des positions du patient sur une table d'intervention notamment, ou dans un lit de réanimation. Et ils sont substituables les uns par rapport aux autres, compte tenu de la physiopathologie qui vous a été avancée. Nous ne sommes pas dans un raisonnement acupunctural, philosophique et non scientifique. De ce fait, vous allez avoir pour chaque point utilisé une action locale, avec, je dirais, une recherche d'action sur un fascia, comme l'a dit le professeur Capdevila, si possible profond, car épais, très innervé, qui permettra, je dirais, un afflux de fibroblastes, de sécrétion d'acide hyaluronique, et donner surtout une intégration neurosensorielle ascendante avec les effets recherchés qui ont été prouvés par EBM. De ce fait, vous allez avoir des points aux membres supérieurs, des points corporels également aux membres inférieurs. Vous pouvez avoir des points au niveau du tronc, que ce soit sur la face antérieure ou au niveau de la face postérieure. Nous n'utiliserons pas aujourd'hui ce type de points pour des raisons de disponibilité.
Vous avez également des points auriculaires qui ne nécessitent pas l'échographie, donc on ne va pas vous les montrer, dans la mesure où c'est surtout une stimulation vagale dont a parlé Xavier Capdevila, qui nous intéresse moins dans le contexte de cette journée. Nous allons commencer donc par un point qu'on appelle GI4, parce que c'est référencé internationalement. Donc ce point est repéré de la façon suivante. Vous prenez la bissectrice entre le premier et le deuxième métacarpien. Le patient, on peut lui demander de pointer l'index vers le haut. Et donc vous avez cette bissectrice qui apparaît ici, qui vous refermez l'angle, vous remettez la main sur le côté. Il y a plusieurs techniques, hein, d'accord? Mais moi je vous montre celle que nous faisons le plus couramment. Pourquoi on remet la main comme ceci? Parce que dans la ponction, il est nécessaire et surtout utile de se rapprocher du deuxième métacarpien. Et donc vous avez ici donc une bosse qui apparaît, comme vous pouvez le voir. Cette bosse, si vous passez le doigt très doucement, c'est pour ça que je n'ai pas mis de gants. Il faut savoir qu'il faut désinfecter, bien entendu, si possible mettre des gants. Mais le fait de mettre des gants, on perd l'habitude de la sensibilité, je dirais, au niveau du toucher. Vous avez une petite dépression. Cette petite dépression est l'endroit où vous devez piquer, qui est, entre guillemets, le point d'acupuncture, qui est une zone de fascia qui permet d'avoir, je dirais, une structure neurovasculaire qui a été décrite dans les MOOC et dans la vidéo du professeur Capdevila. Donc, quand vous avez repéré cette dépression, ce point, bien entendu, va être utile de plusieurs manières. Manière locale, s'il y a des douleurs locales, des manières métamériques et des manières générales. Et en général, il est utilisé énormément en anesthésie-réanimation pour, je dirais, l'analgésie. Voilà. Et donc, couplé à d'autres points, par exemple le GI11 que nous ferons, que tu me feras, nous verrons qu'on peut faire de l'électroacupuncture qui se fait en préopératoire, la veille si possible, mais surtout avant l'intervention, ce qui permet de diminuer énormément les doses de morphinique et de tendre vers la free opéacée. Donc, après avoir repéré le point comme nous venons de le faire, ok, je désinfecte. Ici, en règle générale, je prends une aiguille de 25 et de 0,16 mm, c'est-à-dire elles sont très très fines, très très fines. Et donc, vous prenez le sommet de la bosse qui nous intéresse et vous piquez, et en général, c'est totalement indolore. Voilà. Je n'ai pas repéré avant de façon échographique parce que je sais que dans cette région, il n'y a pas de grand danger, je dirais, neurovasculaire. Okay, si vous faites le point C6 qu'on fera plus tard, il est probable qu'on aime bien faire un petit repérage échographique auparavant pour savoir où se situe notamment le médian. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, vous mettez donc du gel. Les Viscan sont très intéressants parce que très facilement portables et très faciles d'utilisation. Et donc vous mettez en position, vous défrisez. Voilà. Et là, vous voyez, quand j'ai descendu l'aiguille, je l'ai descendu, si vous voulez, à la sensation, parce que j'ai un peu l'habitude avec le temps. Vous verrez, c'est très facile à acquérir. Hein. Voilà. Donc je suis sur un fascia profond, de dorsale de la main, et ceci crée une stimulation. Donc je la tourne et je la tracte, et je fais une traction sur ce fascia qui donne un signal. OK ? Ce signal, je pourrais l'entretenir de deux manières, en laissant l'aiguille en place, qui crée je dirais, une micro-injury et qui permet également d'avoir un signal continu. Et surtout, je peux l'entretenir par électroacupuncture. En général, ici, on utilisera de l'électroacupuncture à basse fréquence, 2 Hz en courant rectangulaire. Et tout ceci, ça s'apprend tranquillement. Mais c'est pour vous montrer que vous trouvez tout ça d'ailleurs dans les publications des plus hautes revues de notre spécialité. OK ? Voici pour le pain GI4 que vous pouvez laisser en place. Et avec le temps, l'aiguille va être rejetée naturellement pour avoir une action. Pour tous ces points corporels, il faut au moins 20-30 minutes. Et vous pouvez également le scotcher, comme ceci, ça ne risque rien. Voilà, si jamais vous transportez le patient. OK ? Voici pour le premier point.
Nous allons prendre le point MC6. Donc nous avons gardé la nomenclature internationale utilisée pour l'acupuncture habituelle. Mais vous avez compris, il n'y a pas de raisonnement d'acupuncture traditionnelle dans ce que nous faisons. On est en pleine EBM. Ce point est référencé dans de nombreuses publications dont a parlé le professeur Capdevila. Et donc, comment le repère-t-on? Vous prenez 3 doigts du patient. En règle générale, ce sont nos 3 doigts. Vous longez le long du tendon du palmaire et vous arrivez dans une petite dépression. Il y a parfois un petit vaisseau. Ça, c'est le repère anatomique externe. D'accord? Vous pouvez également plier comme ceci et vous avez une petite dépression qui apparaît à ce niveau-là. De façon pratique, vous prenez l'échographe et il est important de savoir où se situe le nerf médian. Si je fais un bloc distal, bien entendu, je le recherche et là, je vais chercher à l'éviter. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a le nerf médian. Vous avez le fléchisseur superficiel des doigts. Et donc, nous allons chercher une région qui est un fascia intéressant, profond, assez épais. Là, le nerf médian est remonté, vous voyez. Et je vais prendre le fascia à ce niveau-là. Je pourrais prendre beaucoup plus profondément au niveau du muscle pronateur, là également. Mais ici, c'est une bonne zone. Le fascia est épais, bien visible à l'échographie. Donc, a priori, d'après les études qui ont été faites par Madame le docteur Langevin, dont a parlé le professeur Capdevila, c'est un fascia qui est bien innervé. Et donc, nous allons donner le signal à ce niveau-là en évitant le nerf médian. Donc, vous avez donc un repérage qui a été fait. Ici, bien entendu, on se rend compte qu'on est un petit peu au-dessous du point que je vous ai cité, mais il faut savoir qu'il y a toute une série de points sur ce fascia et qu'en définitive, l'important c'est d'aller stimuler la région qui nous intéresse. Donc je vais prendre... Je ne tiens pas forcément compte des notions d'acupuncture additionnelle, dans le sens ou pas du méridien, etc. Je fais surtout quelque chose de très efficace, c'est-à-dire tracter le fascia. Mais je peux le faire dans le plan. C'est une question d'habitude. Donc là, je vais descendre. Voilà, vous voyez, je vais tracter ce fascia. Est-ce que vous le voyez? C'est un épimysium intramusculaire. Je peux aller plus loin également, descendre, et prendre ici une deuxième partie. Et là, il est beaucoup mieux tracté, comme vous pouvez le constater. Okay, donc je me positionne là, j'ai évité le médian, je suis en bonne position, je suis dans une région qui a priori a une résistance diminuée, qui aurait une meilleure conduction électrique, donc une meilleure intégration neurosensorielle, d'après tous les travaux qui ont été effectués par nos grands scientifiques. Nous allons voir le point GI11, point utilisé et décrit dans la littérature pour de l'analgésie générale, qui se trouve au niveau du pli radial du coude. Alors, l'utilisation de l'échographie au niveau de ce point tient tout son sens, car si on observe sur cette coupe échographique, donc nous avons le muscle brachio-radial qui est en majorité sur l'écran. Et si nous intéressons réellement aux structures nobles, nous pouvons remarquer ici, au niveau du fascia profond, la branche sensitive du nerf radial, qu'il faudra bien sûr éviter en allant chercher le fascia profond avec l'aiguille d'acupuncture. Pour l'insertion de l'aiguille, nous allons se mettre en rapport avec le côté radial du pli du coude au niveau cutané, avec une insertion perpendiculaire. Les aiguilles pour ce point sont souvent de longueur de 40 mm et l'insertion cutanée peut être un peu délicate liée à la souplesse de l'aiguille. Une fois l'insertion cutanée effectuée, nous allons placer donc notre échographe Viscan en rapport avec l'aiguille et donc nous allons bien sûr viser le fascia profond qui se trouve en dessous du muscle brachio-radial tout en esquivant donc la branche sensitive du nerf radial. Donc là, nous voyons l'aiguille avancer. Et donc, nous allons tracter le fascia au niveau du fascia profond. Et donc, nous avons ce mouvement à la fois de grasping et de tenting du fascia profond du muscle brachio-radial
qui correspond dans la littérature internationale au point GI11 utilisé pour l'analgésie générale en anesthésie-réanimation. Donc nous allons traiter le 4e point aujourd'hui et dernier point, qui est le point E36, qui est référencé dans de nombreuses indications, que ce soit la stabilité hémodynamique, l'analgésie et autres, le stress post-traumatique, etc., etc. Il y a beaucoup d'indications qui ont été retenues. Il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait une action vagale par ce point. Tout ceci, le professeur Capdevila pourrait mieux vous en parler. Ceci étant, on va faire un repérage. Le repérage, il est le suivant. On repère par rapport à la rotule, je dirais au point d'insertion où on passe les arthroscopes pour les arthros du genou, par exemple. Voyez, donc vous mettez votre main pleine, qui est à peu près celle du patient, et donc vous vous retrouvez bien au-dessous, et votre doigt glisse et tombe dans une dépression que je sens, qui se trouve à une largeur de pouce de la crête tibiale en externe. D'accord ? Donc vous avez des repères anatomiques visuels, et puis, comme d'habitude, sensitifs. Ici, il n'y a pas de grand danger, parce qu'on s'est éloigné, je dirais, de la zone superficielle au niveau de la tête du péroné. Il n'y a pas de grand danger, donc moi, personnellement, je ne fais pas d'échographie avant, contrairement à ce qu'on vient de faire à MC6, pour repérer le médian. Là, donc je vais désinfecter. Je vais mettre du gel qui était stérile, bien entendu. Il en reste d'ailleurs. Voilà. Je prends une aiguille qui est plus longue, qui fait 40, celle-ci, mais qui fait aussi 0,16 ou 0,18 mm. On les prend fines volontairement pour être peu traumatiques, en sachant que ça crée une difficulté supplémentaire d'insertion potentielle, parce qu'elles sont très, très, très flexibles. Voilà, hein, ok. Donc, je fais mon repérage habituel, je me mets perpendiculairement à la peau, voilà, et je passe à la peau, tac. Je descends à la sensation pour l'instant, parce que c'est une question d'habitude, voilà. Je prends donc ensuite l'échographe, ah, c'est bon, ça se voit, voilà, et je descends. Et je fais un tenting du fascia que vous voyez, qui est sous le tibial antérieur, près de le long extenseur de la luxe. Vous avez la membrane interosseuse qui est derrière, plus bas, et qui permet également d'avoir une stimulation recherchée. Donc vous voyez, voilà. Donc pour terminer, l'échographie permet d'avoir d'une part une sécurité, je dirais, qui est tout à fait nécessaire dans notre spécialité. Avant toute chose, il faut être sécuritaire. Et également une efficacité en sachant que la pointe de l'aiguille est passée sur le fascia et que donc nous avons créé un signal avec une intégration neurosensorielle ascendante avec tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur l'utilisation de l'acupuncture et de l'échographie acupuncturale, comme vous l'a montré, pour à la fois sécuriser et rendre les techniques acupuncturales plus efficaces en anesthésie-réanimation. Nous sommes anesthésistes-réanimateurs, nous utilisons des techniques comme des outils, et ces outils au niveau acupunctural nous permettent d'améliorer la prise en charge des patients. Pour ceci, il faut une formation. Et avec le docteur Hubert Thomas, ici présent, et que vous avez vu à l'œuvre dans les techniques éco-acupuncturales, eh bien, nous avons créé une formation qui s'appelle AcuAnest, donc acupuncture en anesthésie, qui est une formation qui se fait de façon dématérialisée, avec l'utilisation de MOOC, une quinzaine de MOOC en l'occurrence, l'utilisation de podcasts, de visual abstract et de journées présentielles, parce qu'il faut bien évidemment en présentiel, apprendre à mettre les aiguilles en place et savoir utiliser l'échographie, notamment avec les Vscan qui rendent les choses beaucoup plus utiles et efficaces. Donc Hubert, on va dire au revoir à nos amis et espérer qu'ils ont passé un bon moment avec nous et à très bientôt pour de nouvelles visions, peut-être aussi originales, de l'utilisation de différentes techniques pour améliorer la prise en charge anesthésique. À bientôt. Au revoir et à bientôt avec plaisir. Merci.